Isabelle Bonnet, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui sur Grand Angle Crypto. Alors, on te reçoit et c'est un vrai plaisir parce que tu es consultante dans les blockchains utiles. Oui. Et comme je te disais juste avant l'interview, c'est très intéressant parce que on a tous les mots-clés du bullshit et en réalité, il y a vraiment du fond. Et tu comprends ces sujets et tu es capable justement d'aiguiller tes clients. Donc on va étaler tout ça parce que ça fait plaisir justement de pouvoir discuter avec quelqu'un qui comprend les enjeux et autant monétaires que entreprise. Parce que voilà, Bitcoin n'est pas les alts, il y a des raisons pour ça, mais les alts ne sont pas tous des shitcoins, contrairement à ce qu'on entend, donc c'est un plaisir. Alors présente-toi, dis-nous ce que tu fais. D'accord. Enchantée. Donc, je m'appelle Isabelle. Je suis à la tête de Blockchain Solutions. Et donc, ce qu'on fait chez Blockchain Solutions, c'est qu'on apporte des solutions pour les entreprises pour créer de la confiance avec leurs clients. Et pour ça, on utilise la blockchain. Et donc, je travaille sur des cas d'usage qui sont matures, avec des solutions qui sont en production. Et donc, pas simplement des POC, mais des solutions qu'on déploie à l'échelle du monde. Des POC, c'est des Proof of Concept. Donc, c'est ce qu'on voit beaucoup dans les sociétés de conseil blockchain un peu traditionnelles. On va dire, on fait surtout de l'innovation avec des petits projets. Moi, je suis plus là pour la phase où on va vraiment déployer des solutions qui apportent de la valeur dans les boîtes. Et donc, l'idée, c'est que la blockchain, fondamentalement, qu'est-ce que ça apporte ? En fait, on a créé un registre décentralisé avec Bitcoin qui est en quelque sorte, pour moi, la première fois qu'on arrive à écrire dans le marbre à l'échelle du monde sans que personne sur Terre soit capable de pouvoir effacer ses traces. Et ça permet de créer quelque chose qui est extraordinaire pour créer de la confiance, ça permet de créer des preuves. Et par l'incensurabilité. Exactement. Et alors, quelle différence tu fais, on va poser les bases, quelle différence tu fais entre Bitcoin et les alts ? Et est-ce que cette façon de catégoriser en disant il y a Bitcoin et il y a les alts, est-ce qu'elle est pertinente ? Si oui, pourquoi ? Alors, moi, dans mon quotidien avec les entreprises, c'est pas vraiment de ces choses-là dont je parle, pour être tout à fait franche. On va plutôt parler de qu'est-ce qu'on fait avec la blockchain en général, sans forcément rentrer dans le détail de quelle blockchain. Et d'ailleurs, très souvent, moi, quand il s'agit de preuves, je vais plutôt choisir Bitcoin parce que j'ai la possibilité de le faire en faisant du scaling. Donc, finalement, à moindre coût, autant pour la planète que financier. Donc, souvent, je vais utiliser Bitcoin. Donc, je ne vais pas vraiment avoir beaucoup de cas d'usage avec les alts en pratique quand il s'agit de faire des preuves. Mais, oui. Comment tu fabriques des preuves sur Bitcoin ? Alors, grâce à notamment une solution qui a été développée par Woodit, donc je crois que vous connaissez bien Gilles Cadignan. En fait, l'idée, c'est que donc le réseau Bitcoin, on appelle ça un grand livre de comptes, dans lequel, en fait, on enregistre les transactions. Donc, une personne donne à telle personne tant de Bitcoin. Et à l'occasion de chacune de ces transactions, on a un petit champ commentaire. Moi, j'aime bien appeler ça un petit champ commentaire, dans lequel on peut mettre l'équivalent d'un hash. Et donc ce hash, ça peut être la trace, la preuve de l'existence d'un document. Et comme cette transaction, elle va être enregistrée dans un bloc à un moment donné, on a une preuve de date pour l'existence d'un document. Et donc ça, c'est extrêmement puissant parce qu'en fait, c'est l'inverse du sens de l'histoire. Parce que plus quelque chose est ancien dans l'histoire, moins on a de certitude sur le fait que ça existe. Mais dans le cas de Bitcoin, on a l'inverse. Parce que cette transaction-là, en fait, ensuite, on va avoir des blocs les uns après les autres, et chaque bloc étant un verrou cryptographique en plus, en fait, plus quelque chose est ancien dans la blockchain, plus on a de certitude que cette preuve n'a pas pu être falsifiée. Parce que pour falsifier Bitcoin, dans le principe, il faut casser le premier hash du dernier bloc. Ensuite, on ouvre. Après, il faut casser l'autre. Après, donc, si on met 10 minutes, si on met 2 heures à casser un bloc pour en faire 2000... c'est une tirée, quoi. Exactement, et après, il faudrait reconstruire en plus tous les autres blocs. Donc mais ça va vite, ça, par contre. Il faut quand même retrouver... Ça va au moins... ça va pas si vite que ça, parce qu'avec... Ah non, il faut retomber sur le bon hash à chaque fois pour... Ah oui. Donc là, avec toute la puissance du réseau actuel, on met 10 minutes en moyenne. C'est comme ça que ça fonctionne pour trouver un hash. Mais si on devait tout seul le refaire, on n'aurait pas assez de puissance de calcul.
Ouais, ça prend autant de temps à le pirater dans un sens qu'à cacher les traces, quoi. Et donc ça, c'est les preuves les plus fortes d'existence d'une donnée numérique qui puisse exister et donc on a inventé ça et je pense que c'est très sous-exploité et je pense que le potentiel de cette technologie, c'est de permettre aux entreprises de créer plus de confiance vis-à-vis de leurs clients. Et en plus, ça, c'est un enjeu majeur du XXIe siècle. On dit que la confiance, c'est la monnaie du XXIe siècle. Et on le voit... la confiance, c'est même plus simplement les clients qui ont confiance dans un produit, dans le fait qu'il fonctionne, ou qui vont avoir confiance dans un service client. Maintenant, ils attendent des marques qu'elles s'engagent sur des valeurs environnementales. C'est ça qui commence à créer de la confiance. Et on l'a vu récemment, là, avec le mois de juin, sur les enjeux LGBT. Les marques vont faire vachement de communication autour de ça. Mais finalement, les consommateurs, ils sont un peu sceptiques. Ils ont un peu l'impression qu'on fait moi j'appelle ça du trust washing. Et pour moi, le remède contre le trust washing, c'est pour les entreprises qui font vraiment des choses, qui sont en accord avec leurs valeurs, de créer des preuves autour de ça. Et les preuves, ça va être l'arme contre le trust washing, pour moi. Et alors justement, comment ça marche concrètement ? Donc on peut dire, il y a combien d'espace, de place dans un espace commentaire ? Alors très peu, je sais plus combien c'est en bits, mais en gros... En caractères, quoi. En caractères, c'est un H. Donc 256, quoi, à peu près. Oui, 256 en bits, et en nombre de caractères, je sais plus combien ça a de longueur, mais donc c'est très peu. Mais grâce à Woolit notamment, et moi j'adore cette solution-là, en fait, bon là c'est un peu technique, les arbres de Merkel, donc je veux bien l'expliquer, mais bon, je comprendrais que certains ne vont pas tout suivre. Mais en gros, déjà un hash, qu'est-ce que c'est ? Donc on peut prendre n'importe quel document, et grâce La Bible. Par exemple la Bible. Qui fait un peu plus de 256 caractères. Voilà, qui fait un peu plus de 256 caractères. En fait, c'est une formule mathématique, un hash, cryptographique, qui prend n'importe quelle donnée et qui la traduit en justement une suite de lettres et de chiffres d'une certaine longueur. Donc c'est un peu comme on dit l'empreinte digitale d'un être humain. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est que si on regarde mon empreinte digitale, on saura que c'est moi, sans avoir besoin d'avoir toutes les données qui composent qui je suis, en fait. C'est beaucoup plus simple. Le hash, c'est pareil. Et ce qui est vachement bien avec le hash, c'est que si on modifie une toute petite chose, par exemple la Bible, si je change une lettre dans la Bible, le hash, il va être complètement différent. Et donc, grâce à ça, on arrive à retrouver, quand on calcule le hash de quelque chose, on peut vérifier que c'est bien ce quelque chose-là. Et donc, 10 ans après, si je recalcule le hash de la Bible, si j'ai exactement les mêmes données avec les mêmes nombres de caractères, je retrouverai ce même hash. Donc, en fait, ça veut dire qu'avec l'empreinte digitale, c'est un bon exemple. Si j'ai ton empreinte digitale et que j'ai Isabelle, je peux prouver que cette empreinte digitale, c'est bien Isabelle. Oui. Par contre, si j'ai que ton empreinte digitale, je peux pas dessiner une Isabelle. Oui. Voilà. Je peux pas dire, elle ressemble à ça parce que c'est écrit sur son doigt. Et c'est ça qui est merveilleux aussi, c'est que ça préserve la confidentialité de la donnée. Ce qui est aussi essentiel. Et moi, je travaille beaucoup avec des entreprises dans le secteur du luxe. Et pour elles, préserver la confidentialité des données clients, c'est absolument essentiel. C'est la base. Mais en même temps, on a envie de créer des preuves. Donc, ça permet de créer des preuves sans dévoiler la donnée. Donc, Et du coup, comment on fait pour s'assurer que le fichier qu'on a... Enfin, par exemple, je crée une preuve qui est, je sais pas moi, un manifeste ou j'en sais rien, un texte. Et le problème, c'est qu'on va hacher un document. Et ce document, il faut arriver à le sécuriser parce que si je le refais un PDF avec le même document, ce sera pas exactement le même et du coup, j'aurai pas le hash. Donc, ce qui est important, c'est que la preuve, elle n'existe que quand le document existe encore. Donc, y a un enjeu et c'est là aussi que moi, j'accompagne les clients. Donc, autant, c'est vrai que vous dites, leur expertise est vraiment sur la partie blockchain, mais il y a aussi un enjeu capital qui va être sur la conservation de la donnée. Comment est-ce qu'il faut bien qu'ils conservent leurs documents, il faut bien qu'ils les donnent à leurs clients aussi. Moi, je recommande, par exemple, quand on envoie un document comme ça qui est protégé à un client, l'envoyer par mail, pas simplement le rendre accessible, parce qu'avec le mail, le client garde une trace. Et donc, même si les clients, ils n'ont pas forcément compris à quel point c'est important de garder le document, au moins, on les aide à le retrouver, quoi. Et vous profitez de l'infrastructure du gars qui envoie le mail, donc par exemple Google, pour conserver, quoi. En disant que ce sera toujours mieux qu'un client qui fait ça à l'arrache et qui le met sur son disque dur, qui va lâcher dans 6 mois, quoi.
C'est ça. Voilà. Mais à côté de ça, on peut faire d'autres choses. Par exemple, on peut travailler avec les huissiers de France qui ont des espaces de stockage qui gèrent eux et qui sont très fiables pour des stockages de longue durée ou avec des entreprises aussi qui font du stockage longue durée sécurisé. Donc il y a deux enjeux, il y a la conservation de la preuve et la conservation du document. La conservation de la preuve, c'est le plus facile en fait. Parce que je crois que c'est avec Electrum, on fait une transaction, on met ce qu'on veut dans le commentaire et ça passe tout seul, quoi. Oui, ça prend 5 minutes, quoi, non? Là-dessus, alors c'est facile si on en fait un de temps en temps. Mais quand on fait ça en étant une entreprise, donc en production, avec beaucoup de volume et on a besoin de fiabilité, c'est là qu'on a besoin d'une solution que moi j'appelle Production Ready. Et c'est là que Woolit apporte beaucoup de valeur. Parce qu'ils ont une solution qui est éprouvée, qu'on a déployée déjà à l'international dans plein de pays, qui tourne. Et l'autre énorme avantage de ces solutions-là, c'est que en fait, au lieu d'inscrire une donnée protégée dans un hash, dans une transaction, en fait, on scale. On inscrit plein de documents, on crée des arbres de Merkle, donc des synthèses de hash les uns avec les autres, et ensuite on a simplement la racine de l'arbre de Merkle qui est dans la transaction. Et du coup, grâce à ça, en plus, on a une solution qui est environmental friendly. Du coup, là, on voit bien l'utilité de Bitcoin en tant que time chain. Ouais. Est-ce que tu utilises les applications monétaires dans tes activités, puisque Bitcoin, c'est un système de paiement? Alors, donc c'est quelque chose que j'ai toujours poussé auprès de mes clients. Parce que pour moi, c'est quand même le premier cas d'usage de cette technologie, c'est de créer un système de paiement alternatif. Donc, certains de mes clients commencent à l'adopter et le déploient au niveau international. Et donc, dans certains pays, donc aux États-Unis, ils commencent à accepter les paiements crypto. Donc, voilà, ce message que je portais depuis des années a commencé à porter. Après, ce n'est pas des solutions que je déploie moi. On s'appuie sur des solutions encore aujourd'hui où ils vont en fait récupérer des fiat sur leur compte en banque. Mais c'est un bon premier pas. Et donc, après, je pense que par rapport à la maturité du marché, pour moi, je vois plus pour l'instant, d'intérêt de mes clients à déjà déployer des solutions pour la confiance en général et cette idée de créer des preuves que de ce système de paiement alternatif. Et d'ailleurs, j'y pensais parce que je t'ai entendu parler de projets sur justement les systèmes de paiement. Il y avait une idée en fait que je me disais dans les entreprises par exemple, un jeton c'est bien pratique pour incentiver, compter des heures ou n'importe quoi. Et en fait, on pourrait peut-être imaginer un système où on convient de la valeur d'un Satoshi. On dit par exemple un Satoshi c'est 1 heure, c'est 1 euro, c'est je sais pas quoi. Et en fait en interne, au lieu de te baser sur la valeur de Bitcoin, tu achètes 1 million de Satoshi, donc pas grand-chose quoi. Et tu peux échanger des heures, des machins, des trucs, et chacun a son wallet, et tu peux avoir une petite comptabilité en fait instantanée, pas cher. Après, la question que je poserais, c'est est-ce que ça va apporter plus de valeur qu'une base de données centralisée gérée par l'entreprise? Et là, j'entends Gilles qui dit « Vous n'avez pas besoin, you don't need a blockchain for that ». Et en fait, la question c'est l'infrastructure est déjà existante et est déjà là en fait, et j'ai pas besoin de m'embêter avec la gestion d'un tableau Excel. En fait, l'intérêt pour moi, c'est si je veux vraiment ne pas avoir du tout de contrôle sur le flux. Parce que ça va être en fait, je vais m'appuyer sur une solution décentralisée, et donc je vais vraiment laisser libre complètement les personnes dans l'entreprise de faire ces échanges-là. Dans ce cas, ça va être le vrai apport. Parce que si moi je mettais une base de données de l'entreprise a toujours un moyen de contrôle sur justement ces échanges d'heures, etc. Donc là, pour moi, il y a effectivement un vrai cas d'usage, mais c'est encore une fois un cas d'usage où il y a un changement de paradigme énorme par rapport aux vocations des entreprises, parce qu'elles accepteraient d'avoir moins de contrôle, y compris sur ce que font leurs employés. Et ça, c'est une résistance que tu retrouves régulièrement, ce genre de friction ? Fondamentalement, une entreprise, c'est une organisation hiérarchique. Et donc, laisser un fonctionnement anarchique au sein même de leur entreprise. Est-ce que tu connais Jean-François Zobrist ?
C'est un patron qui travaillait dans l'automobile et il a initié tous les travaux d'Isaac Getz sur l'entreprise libérée. Et il a beaucoup travaillé justement sur le laisser-faire dans l'entreprise et la liberté des salariés. Et en fait, il disait, plus vous avez d'encadrement et plus vous venez parasiter les gens qui travaillent. Je pense que ça pourrait te plaire, ce genre de... Oui, ça me plaît. Et lui, il faisait tourner une boîte qui faisait de l'automobile. Donc il y a vraiment des pièces critiques, il faisait des fourches de boîtes de vitesse. Là, bon, si ça casse, tu vas dans le mur et tu meurs, quoi. Donc il y a vraiment des enjeux, c'est pas... Voilà, il n'était pas un branleur comme nous là, qui vend des lettres où il y a pas de... Enfin, il se passe rien si jamais... Tu vois, il y a vraiment des choses à enjeu. Et voilà, est-ce que tu as les entreprises libérées, est-ce que tu as déjà eu contact avec ce genre d'organisation ? Je pense que les entreprises se libèrent, ça c'est sûr, c'est une tendance. Voilà. Après, je pense que mes clients, pour l'instant, l'enjeu qui pour eux va le plus leur permettre de développer leur activité telle qu'ils le voient aujourd'hui, le plus critique à court terme, c'est vraiment de gagner, conquérir, développer la confiance de leurs clients. Plus que de libérer leurs employés et de créer des modes de fonctionnement plus libres dont ils vont avoir moins la perspective de bénéfices business immédiats. Une entreprise, c'est quand même... voilà, il y a des objectifs de croissance de plus en plus forts, surtout dans un contexte hyper inflationniste. Et donc, faire des investissements très innovants, ça... Enfin, moi, je crois en fait aussi que l'innovation utile, c'est l'innovation qui permet de développer son business très concrètement. Et je pense qu'aujourd'hui, ne serait-ce qu'avec voilà, gagner la confiance de ses clients en leur donnant des garanties et par rapport même vis-à-vis de leurs concurrents, ça leur permet aussi de développer leur business de façon assez concrète, quoi. Alors comment on gagne la confiance quand on veut faire de la preuve avec des clients ? Parce qu'on peut avoir des manifestes, des chartes, etc. On peut l'ancrer dans la blockchain, mais on n'est pas obligé de les respecter, j'ai envie de dire. Enfin, il y a le fameux greenwashing où on dit, et puis en réalité, ça se règle avec 3 coups de... Comment ça se passe justement qu'est-ce que la blockchain apporte à cette volonté d'aller vers plus de confiance ? Déjà, sur la partie déclaratif, l'exemple déclaratif que tu donnes, qui est très juste, déjà, le fait de l'ancrer dans la blockchain, ça crée déjà un engagement au niveau légal. Parce que cette preuve, elle a une valeur légale. C'est-à-dire que s'ils ont dit à un moment donné qu'ils se sont engagés à, par exemple, faire un don à telle association, par exemple à Good Planet. Moi, j'aime bien Good Planet. Alors qu'est-ce qu'ils font, Good Planet ? Ils proposent de la compensation carbone, tout simplement, mais avec des projets qui ont un impact aussi social qui est positif. Et donc, par exemple, si une entreprise s'engage à donner à Good Planet et qu'elle le met dans son manifesto et qu'elle l'ancre sur la blockchain, si elle le fait, et que derrière Good Planet, quand ils ne reçoivent pas de dons et ils le disent, 5 ans après, on pourra dire attendez, vous étiez engagé à le faire. On dira non, le manifesto en question, il a disparu. Il n'a pas disparu parce que moi, j'ai gardé une version et j'ai une preuve que vous aviez fait ça à telle date et que vous l'aviez signé. Parce que c'est ce que je propose aussi en plus. C'est pas simplement d'avoir des preuves d'existence, mais d'avoir des signatures d'entreprise sur ces documents qui les engagent. Donc en fait, ça permet aussi d'amener la déclaration à un niveau d'engagement parce que c'est vérifiable. Donc, aujourd'hui, les documents sont pas vérifiables 5 ans plus tard ? Même si c'est du PDF qui se promène, on l'a vu à la télé, on l'a vu dans le journal, on l'a vu par mail. Souvent non. Par exemple, même les communiqués de presse, la plupart des communiqués de presse, on n'a même pas rien n'est utilisé pour les protéger contre la contrefaçon. Donc moi, je pourrais mettre un faux communiqué de presse quasiment de PSA et le distribuer à la presse. Bon, après, comme moi, je ne fais pas partie de l'équipe PSA, la presse va se douter que c'est un faux, mais en soi, ils n'ont pas de moyen sur le document de vérifier que c'est un authentique. Après, voilà, sur ces solutions-là, on est encore très pionniers parce qu'en pratique, il n'y a pas beaucoup de hacks. Et donc, c'est ce qui pousse à ne pas avoir beaucoup de sécurité sur toute cette documentation. Mais je pense que le monde va dans une tendance où on va demander de plus en plus de certitude quant à la donnée qu'on reçoit. Et donc, on va avoir besoin de ces preuves-là. Et après, concrètement, pour revenir à ta question sur les cas, par exemple sur la traçabilité, donc nous, ce qu'on a fait pour un client, moi, ce que je préconise pas forcément, c'est de complètement changer son système de traçabilité pour le mettre sur une blockchain de consortium où on déploie
un système qui est très lourd avec des nœuds, avec beaucoup de redondance, etc. Moi, ce que je préconise, c'est déjà de faire quelque chose, de mettre en place une traçabilité qui a un impact business immédiat, c'est-à-dire on comprend ce qui se passe. Alors, par exemple? Par exemple, un de mes clients, donc c'est un diamantaire en Belgique, et leur force, c'est qu'ils vont directement, ils sont intégrés depuis la mine jusqu'au produit fini. Donc ils ont une visibilité totale sur le diamant qui est taillé, qui est sorti de la roche brute jusqu'au diamant taillé fini. Et ça, c'est unique parce qu'en fait, dans l'industrie du diamant, ça fonctionne pas du tout comme ça. Il y a des acteurs qui minent, ensuite ils revendent par exemple à Dubaï des bruts, qui sont ensuite rachetés à Anvers pour être ensuite taillés en Inde, pour être ensuite revendus. Ah non, bref, la chaîne est complètement éparpillée dans le monde entier avec énormément d'acteurs entre le brut et le fini. Et du coup, en fait, quand on a un diamant in fine, on ne sait pas du tout d'où il vient en pratique. Ce qui est légal d'ailleurs, parce qu'on est censé savoir complètement d'où il vient, mais il y a un niveau de certitude qui est en fait assez bas. Et donc eux, ils ont cette force d'avoir une vraie certitude puisqu'ils maîtrisent la chaîne, puisque c'est eux qui font tout. Et donc l'idée, c'est de dire, puisque vous êtes certain de ce qui se passe, engagez-vous. Sur chacune de ces étapes, vous allez signer et ancrer dans la blockchain chacune de ces étapes et vous allez signer en votre nom. Et donc c'est une façon de pousser la traçabilité à un niveau plus fort en disant, je n'ai pas seulement l'information, mais je m'engage sur cette donnée-là et je suis... en fait, accountable de cette donnée. Quelle est la différence avec les poulets horodatés de Carrefour quand on rentre là-dedans? Alors, les poulets horodatés, moi, je pense qu'avec si tu peux rappeler le contexte. Ouais. Alors, c'est un projet que j'ai bien connu parce que c'était un peu un projet dont on parlait beaucoup en 2018. Et j'ai eu la chance de parler avec le chef de projet de l'époque qui m'a expliqué dans le détail pourquoi il avait fait ça et la vraie raison. Il est devenu célèbre, lui. Et franchement, je trouve que, en fait, je suis passée par plein d'étapes. Je suis passée par l'étape, c'est complètement bullshit, ça sert à rien. À l'étape, et en fait, en cherchant, et avec du recul, je pense quand même que c'est un des cas d'usage clés en entreprise, la question de la traçabilité est une des meilleures utilisations qu'on puisse faire de la blockchain, pour toutes les raisons que j'ai expliquées avant. Et je pense simplement qu'ils étaient tellement pionniers, et en 2018, en fait, il y avait une tendance. Il y a beaucoup d'entreprises qui ont lancé des très gros projets, donc il y a LVMH notamment, qui a lancé son projet Aura, qu'il a lancé à peu près à cette époque. Il y a eu donc ce projet-là de Carrefour, et en fait, la tendance à l'époque, c'est que la blockchain, c'est un changement de paradigme, comme je disais, pour les entreprises, parce que c'est accepter de donner du pouvoir, de lâcher le pouvoir, en fait, puisqu'on n'a plus le contrôle. Si on prend une solution décentralisée, par définition, s'il y a des choses qui se passent sur le système qu'on a mis en place avec lesquels on n'est pas d'accord, tant pis pour nous. Donc, et ça, c'était un pas trop loin pour la plupart des entreprises. C'était un pas à franchir qui était trop grand. Et du coup, certains acteurs qui travaillaient avec ces entreprises-là et qui avaient commencé à développer une expertise sur le sujet, comme par exemple Microsoft ou IBM, ils ont eu l'idée géniale de dire « Ah, mais vous voulez faire de la blockchain pour les bonnes raisons ». Parce que vous voulez certifier votre chaîne de traçabilité et l'amener à un niveau d'engagement beaucoup plus fort, par exemple, ne faites pas ça sur une blockchain publique, faites ça sur votre propre blockchain. Mais du coup, on perd l'incensurabilité. Oui, c'était un contresens en fait. C'était un contresens. Mais c'était un contresens qui répondait à la problématique de ne pas perdre le contrôle. Sauf qu'en fait, perdre le contrôle, c'est un contresens aussi avec le fait d'avoir une certification qui a de la valeur. Mais bon, au moins ça Parce que Carrefour, c'était pas sur Bitcoin qu'ils ont horodaté les poulets? C'était une blockchain privée avec IBM. Donc c'est ça le reproche principal en fait. Ouais, bien sûr. Et la dérive, elle est arrivée par cheminement, voilà. Mais l'idée de base était bonne. L'idée de base est très bonne, les moyens qu'ils y ont mis étaient très bien aussi parce qu'ils ont mis beaucoup de moyens, ils ont été ambitieux, ils ont été pionniers. Après, ils ont fait un choix aussi qui était un choix de l'air du temps, que les autres entreprises faisaient. Il y a eu un effet de groupe aussi de choisir ces technologies-là. Après, je suis très contente de l'essor des NFT, par exemple, parce que ça a permis de remettre la blockchain publique au centre des cas d'usage des entreprises. Alors voilà, j'allais y venir au NFT, parce que là, on a vu à quoi servait Bitcoin, en dehors de son application monétaire et système de paiement. Quels sont les cas d'usage pour les blockchains alt
qu'on peut pas faire avec Bitcoin. Alors, c'est vrai que typiquement les NFT. À quoi ça sert un NFT? Alors, le NFT, moi, la définition que j'en donne, c'est que c'est un titre de propriété de quelque chose qui n'existe que de façon numérique. En fait, ça va être ça l'intérêt principal. Après, on peut aussi l'utiliser comme un titre de propriété numérique de quelque chose de physique, mais je suis moins à l'aise avec ça, parce qu'on va beaucoup moins bien... Le gros bénéfice, c'est qu'on va suivre la propriété, en fait, on va pouvoir la transférer. Et ce qui est très intéressant dans ces titres de propriété numérique, c'est que comme ils sont sur une blockchain et donc décentralisée, les personnes qui les possèdent vraiment. Donc ils peuvent les transférer, les vendre librement. Donc c'est une vraie propriété. Et ça, c'est quand même assez... Ça a permis de déployer notamment les cas d'usage autour de l'art, que je trouve vraiment intéressant. En entreprise, a priori, ils n'ont pas besoin de chatons de l'espace ou de singes rigolos. À quoi ça sert les NFT pour les entreprises? Des vrais cas pratiques, quoi, qui servent pour de vrai, pas juste de la spéculation ou des projets un peu chelous. Alors, bon, moi, je travaille beaucoup avec le secteur du luxe. Et donc, quand les NFT sont apparus en 2020, ce qui a tiqué chez mes clients et qui les a intéressés en termes de cas d'usage, c'était le fait que c'était un outil de créativité. Et donc, ça a permis de déployer de l'art digital parce que ça a donné des moyens aux artistes aussi d'être rémunérés. Et donc, aujourd'hui, enfin, les premiers cas qui ont été développés beaucoup dans cette industrie, c'était plus des œuvres d'art avec plus un intérêt, on va dire, d'être un collectible, quelque chose qu'on collectionne. Parce qu'il est signé d'une grande marque ou d'un mec connu. Voilà, des designers qui sont considérés quand même des artistes. Voilà, par exemple, Alessandro Michele chez Gucci. Et donc, ça pouvait créer un intérêt pour les clients, voilà, de les posséder. Après, quand il y a eu Bored Ape Yacht Club, tout de suite, l'idée du club, ça a beaucoup plu aussi. Et donc, il y a cette idée peut-être... C'est quoi l'idée du Bored Ape Yacht Club? Parce que moi, j'ai pas suivi ça. Alors, c'était un... Donc, ils ont lancé un NFT où, en fait, quand on achetait le NFT à la base... Bon, après, c'est devenu ultra spéculatif. Je pense que les gens ne savaient même plus que ça servait à ça à la base. Mais le concept, c'était qu'on achetait le NFT, du coup, on devenait membre d'un club. Et donc, c'était vraiment un projet Web3 dans le sens où ensuite, on avait une expérience web sur un site où le fait d'avoir dans son wallet le NFT faisait qu'on accédait à différentes expériences dans le site. Donc, c'est une sorte de membership digital avec un concept Web3 où en fait, on a accès à une expérience par la possession de ce token et où on n'est plus du tout dans le système de login mot de passe. Donc par exemple, avec Guillaume, on vend une lettre sur Grand Angle Crypto et on pourrait dire, en fait, vous achetez pas un abonnement, vous achetez un NFT et ce NFT, en fonction de celui que vous achetez, il vous débloque telle ou telle partie. Ouais. Mais quel est l'intérêt qu'il soit limité, du coup? Parce que ça s'appelle un token. C'est-à-dire qu'il soit limité un NFT... qu'il soit unique. Ouais, l'idée, en fait, je me disais que les NFT doivent correspondre à des choses non fongibles. Parce que si on fait des NFT pour des yaourts, un token suffit, en fait. Le reflet d'une action, donc d'un titre de propriété, suffit. Parce que qu'on me donne le yaourt nature blanc de gauche ou de droite, je m'en fiche. Après, le côté non fongible, c'est ça qui fait le titre de propriété unique. C'est-à-dire que si tu donnes accès, par exemple, à 20 000 personnes à ta lettre de base, si c'était fongible, ces 20 000 personnes-là, ils pourraient revendre en deux parties leurs droits. Et du coup, il y aurait 40 000 personnes, mais toi, tu n'as vendu que 20 000 abonnements, entre guillemets. On peut faire ça? S'il faut... Si c'est des tokens, ils sont justement sécables. Oui, mais s'il faut un zouglon pour accéder à la lettre... si j'en ai que la moitié, ça marche pas. Ah oui. Alors justement, c'est le concept du NFT. C'est que ton NFT, ça va être le jeton unique avec son identifiant de jeton unique qui donne accès à la lettre. C'est pas le fait de posséder des tokens. Alors que si tu avais des tokens, ce que tu ferais, c'est que tu dirais il faut un minimum... Après, c'est vrai que tu pourrais passer à côté, tu pourrais dire il faudrait un minimum de 500 tokens. Après, avec le token qui a un prix variable, tu as moins de contrôle quand même sur... si on lui donne un prix. Enfin, si on lui laisse un prix variable. Parce qu'on peut aussi très bien fixer le prix du token en disant c'est juste, en fait, vous pouvez vous passer un droit sans faire de papier, quoi.
Après, si tu le fixes, tu es plus dans un système où les gens sont vraiment complètement libres de l'utiliser, de le vendre et de l'acheter librement. Parce que ça veut dire que tu vas contrôler au moins l'émission ou Alors par exemple, il y a un projet qu'on va faire sur la blockchain, mais des alts, pas sur Bitcoin. C'est qu'on va prendre les containers de mining et on va les tokeniser. On va créer une société qui possède le container et ensuite on va tokeniser les actions de cette société. Donc au final, c'est des actions qu'on deal, c'est des securities. Là en Suisse, il n'y a aucun doute. Et du coup, quand on achète le token, on achète une fraction de la société. Et là, on nous dit, mais pourquoi vous faites ça pas sur Bitcoin ou machin? Parce que toute l'infrastructure est en place, mais après, la société, elle a un registre des actionnaires, parce que c'est une obligation légale, on ne peut pas avoir... voilà. Et si jamais Gnosis pète, par exemple, si c'est sur Gnosis, eh ben, on renverra du papier, on va se faire un peu suer, mais on renverra les actions sous forme de contrat papier, quoi. Et là, du coup, on a bien un aspect où la tokenisation permet de faire plus simplement des choses, ça permet de désintermédier, en fait. Ça permet de rendre un peu plus liquide, potentiellement, cet actif, cette part de société, parce qu'après, les personnes pourront potentiellement plus facilement se les échanger. Alors, je pense que ça, c'est un bon cas d'usage et c'est très vrai quand on a le cadre réglementaire qui est suffisamment adapté. Donc, en Suisse, il y a eu effectivement un cadre réglementaire qui permet de faire ça en disant que le token, il a une vraie valeur légale. Du coup, le token, il a une utilité. En fait, en Suisse, ils ont dit le fond prévaut sur la forme. Donc, si vous dealez des actions, et ben vous pouvez le faire sur Excel, en tatouage, en token ou en ce que vous voulez, on s'en fiche, c'est des actions. Donc le droit des actions s'applique. C'est juste des actions. Donc en fait le token c'est une action, mais c'est juste la forme en fait qui change. Et il y a exactement les mêmes obligations. Et alors qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un fichier Excel? Ça c'est la bonne question. Quand on fait du private equity, si jamais je veux vendre des parts à Guillaume d'une boîte que je possède, de la boulangerie du coin, il faut faire un ordre de mouvement pour la société, pour lui dire j'ai vendu mes actions, c'est Guillaume qui les a. Donc après, il faut l'envoyer à l'assistante, et puis il faut s'assurer qu'elle a bien fait. Il faut l'envoyer en enregistrement aux impôts. Donc hop, on rebelote, on repart à la poste. Ensuite, il faut faire un acte de cession. Donc l'acte de cession, ça dit alors j'ai tant d'actions, je les vends à machin avec tel prix, et puis blablabli, blablabla, et ça fait 10 pages. Donc on paraphe, on signe, et on retourne à la poste. Et en fait, tout ça, c'est ultra pénible. Et tout ça, tu n'es pas obligé de le faire si tu as un token? Bah non. Puisque de toute façon, le token contient les informations. Il y a le prix, il y a l'identification, parce que quand j'achète sur le wallet, je fais mon KYC. Une fois que je suis KYC, je peux bien acheter, vendre comme j'ai envie. Et l'infra, en fait, est juste cadeau, puisque chez Gnosis, chez machin, j'ai pas besoin de mettre un tableau Excel en place. Parce qu'en fait, mettre un tableau Excel, ce qui est relou, c'est qu'il faut une assistante qui s'occupe du tableau. Il faut s'assurer que le tableau il est bien conservé. Un comptable, enfin l'acte de cession ou un juriste et l'enregistrer, etc. Donc c'est pénible, en fait. Et ça permet juste de désintermédier et d'aller plus vite. Et du coup, là où moi, je fais pas de private equity en dessous de 20 000, et ça c'est pour les copains, mais plutôt 50 000. Parce que rien que les heures d'assistante, de machin, de choses, de charge mentale, ça bloque l'accès. Chez Realty, où ils font ça depuis des années, pour de l'immobilier aux États-Unis, ils font des tokens à 50 €. Enfin, 50 $. Donc je sais pas quoi, moi, le Pakistanais de base, il peut acheter de l'immobilier américain chez Realty. S'il n'y avait pas la tokenisation au milieu, le Pakistanais, il n'a pas le cul sorti des ronces pour acheter de l'immobilier à Détroit pour 100 €. Après, par exemple, en France, il y a des solutions aussi de crowdfunding simplifiées. Par exemple, moi, j'aime bien WISEED, W-I-S-E-E-D. Et donc, je fais aussi bien de l'investissement en promotion immobilière, ou ça peut être de l'investissement dans des startups, directement en capital, et en plus avec des bénéfices de défiscalisation. Et ça fonctionne sans recevoir aucun papier à la maison, signature en ligne, en 3 clics, à partir de 50 € et sans token. Et t'as quoi comme justificatif de propriété ? Alors, dans le cas de la promotion, c'est différent. Moi, je fais que de la promotion, j'ai pas fait de l'investissement dans des startups encore. C'est quoi que t'appelles promotion ? C'est, en gros, on fait du financement pour la promotion immobilière.
Donc la promotion immobilière, c'est le fait de construire, donc le fait d'acheter par exemple un terrain, de détruire, de reconstruire. Bon, c'est loin un peu du sujet, mais... et donc... Donc tu achètes de l'immobilier quand tu... en fait, je prête de l'argent à quelqu'un qui va construire... Ouais, pour 2 ans, le temps des travaux, et après, il te rend l'argent plus un taux d'intérêt. Oui, tous les ans. Donc, et c'est plus proche du crowdlending, je pense. Et c'est fortement simplifié. Et la partie aussi investissement start-up, elle est simplifiée aussi. Et qu'est-ce que tu as comme preuve? Du coup, c'est la plateforme qui te... C'est la plateforme qui est tiers de confiance. Mais si la plateforme craque, t'as plus rien. Non. Alors, j'ai quand même... La plateforme, elle a agi comme intermédiaire, mais moi, j'ai prêté à quelqu'un dont j'ai l'identité de la société et qui est... voilà, il y a une assemblée générale qui est constituée avec l'ensemble des investisseurs. Donc, je suis quand même en lien directement avec la personne auprès de qui j'ai investi. Parce qu'en fait, moi, la façon dont je vois les choses, c'est qu'il y a 2 choses. Il y a les obligations, les contrats et les titres de propriété. Un contrat, c'est, ben voilà, on fait un contrat tous les deux, je te donne de l'argent, et puis toi, tu me dis, bon, bah, je te donnerai 10% tous les ans, un contrat de prêt, un contrat obligataire, etc. Et il y a le titre de propriété, où il y a une société, et là, je possède une part. Et en fait, la différence, alors ça c'est valable en Suisse, mais je sais pas si c'est valable partout, c'est que quand tu possèdes, par exemple Realty, le jour où ils explosent en vol, parce que je sais pas, ils prennent tous l'avion en même temps et ils explosent, voilà, littéralement, bah, en réalité, les détenteurs des jetons peuvent faire valoir leur token pour avoir des actions, des biens immobiliers qui sont possédés par la structure. Donc ils ont vraiment un titre de propriété dans le wallet. Alors, par rapport à ça, donc ça, c'est parce qu'en Suisse, il y a une reconnaissance du token. Aux token. États-Unis, ça permet aussi, mais ouais. Donc, s'il y a un cadre légal qui fait que le token a une valeur légale, le token facilite les opérations. C'est ça. Mais dans le cas où ça n'est pas encore le cas, malheureusement, ça ne va pas forcément faciliter. Et ça, c'est vrai pour les tokens, et c'est aussi très vrai pour les NFT. Ah, explique-nous la nuance subtile. Donc, par exemple, les NFT, donc, ce que je décrivais, c'est que c'est un titre de propriété numérique, mais en fait, ce concept-là, il n'est pas inscrit dans la loi, par exemple, en France. Donc, ça va reposer sur la confiance par rapport au fait que la personne qui a créé une œuvre... Enfin, ça va être discutable, on va dire. Par exemple, une des raisons du succès de CryptoPunk, que peu de gens savent, c'est qu'ils ont créé à côté du token un cadre légal qui dit que les détenteurs d'un jeton CryptoPunk possèdent un droit de licence d'utilisation en fait, personnelle d'une partie de l'image. Mais ils ne possèdent d'ailleurs pas le droit de la propriété de les CryptoPunk l'image, ça appartient à Larvalab. À qui ? Larvalab, qui est la société c'est les créateurs. En fait, ils ont le droit de l'image, mais ils ont cédé des droits de licence d'utilisation de chacun des petits carrés via les tokens. Et en fait, le fait d'avoir créé ce cadre légal avec la loi, avec des contrats, avec des juristes, à côté du jeton NFT, je pense personnellement que c'est une des raisons du succès de ce jeton. C'est que, à défaut d'avoir un cadre légal international qui confirme la réelle propriété, ils ont défini quel que ça donnait comme droit précis. Et donc ça, dans le cadre des actions et des tokens, si effectivement tu rédiges un contrat à côté qui explique que... Je pense que même sans avoir le cadre légal, comme on l'a en Suisse par exemple, si toi-même, à titre juste pour ton entreprise, tu le fais, peut-être que même en France, ça serait faisable d'arriver à faciliter comme ça. Oui, donc en fait, ce que tu nous dis, c'est que la tokenisation, ça a du sens si le cadre légal le permet, en gros, enfin s'il est adapté pour. Et s'il ne l'est pas, il y a moyen de bricoler des contrats qui reconnaissent un droit légal là où il n'y en avait pas avant, quoi. Oui, voilà. Mais alors, du coup, dans ce cas, la tokenisation, ça va être un outil comme un fichier Excel aurait pu en être un. Tu vois ? Oui, mais il faut le gérer, le fichier Excel. Oui, donc ça va être un outil qui est peut-être plus pratique, enfin, ça va dépendre du cas. Oui, c'est plus pratique. Et puis après, il y a tout l'aspect... Par exemple, j'ai acheté un container de mining au Congo, 4 millions, et puis je veux m'acheter une maison. J'ai pas les 4 millions et j'ai pas envie de vendre mon container parce que Bitcoin il est en bear market et donc c'est là où voilà. Bon. Et si j'ai un token, je peux et que la société a bien fait son taf et qu'on peut aller collatéraliser ce container, je peux emprunter la moitié de la valeur et je m'achète ma maison ou je fais ce que je veux avec, etc. Ce qui est pas possible avec un tableau Excel.
Enfin, ça peut être possible en ayant des actions d'une société, collatéraliser ces actions pour un emprunt. De même Alors, collatéraliser à la banque des actions de containers de mining, je suis pas sûr que les gars ils soient chauds patates. Ça va pas être évident, non. Mais le token, ça va pas être évident non plus, quand même. Le token pour l'utiliser comme un collatéral, ou alors la valeur qu'il va avoir, bon, c'est... Mais c'est surtout sur le côté liquide, je pense que ça apporte de la valeur pour les échanges, les achats, enfin les ventes. Puis surtout avec les tokens, on peut faire ça pour $50. Alors que aller voir Lombardier ou la Société Géniale ou le Créancier Lyonnais en leur disant j'ai $200 de je sais pas quoi d'immobilier et je veux le collatéraliser pour emprunter $100, ils vont regarder avec un air bizarre et un regard oblique en disant mais il est fou lui. En plus il vient de nous déclarer ses activités illégales. Donc en fait il y a la désintermédiation, c'est quelque chose que tu explores avec les... Alors, oui et non. C'est une très bonne question parce que c'est vrai que quand on parle de décentralisation, souvent on parle de désintermédiation aussi. Enfin, c'est un des principes. En fait, ce dont je me suis rendu compte, c'est que moi, mes cas d'usage, comme je disais, c'est d'aider mes clients à créer de la confiance avec leurs propres clients. En fait, mes clients étant souvent des marques qui ont quand même pignon sur rue, qui ont une histoire, etc., elles n'ont pas intérêt à, elles, se désintermédier. Et donc c'est pour ça qu'en réfléchissant à ça, une des choses que j'ai comprises, c'est que c'est intéressant d'avoir des solutions qui permettent de certifier parce qu'elles sont décentralisées, mais en même temps, je ne veux pas que mes clients se désintermédient eux-mêmes. Et donc c'est comme ça aussi que j'ai une idée de ces cas où en fait le client reste en contrôle de, par exemple, l'émission d'un certificat d'authenticité. C'est mon client qui l'émet. Et ce certificat, ça ne va pas être un token, donc les clients ne pourront pas se l'échanger eux, parce qu'il faudra que ça repasse par la marque pour émettre un nouveau token à un acheteur. Parce que ça a du sens que la marque reste en contrôle et reste au centre de la relation entre les clients et ses produits, en fait. Parce que ça va... Et pourquoi ? Pour une raison, c'est qu'en fait, ça apporte de la confiance. Son acheteur de seconde main, il va être d'autant plus intéressé à obtenir un certificat s'il l'obtient de la marque que s'il l'obtient de son vendeur, en fait. Et là, c'est une approche business, c'est l'angle business des choses qui fait arriver à ça, quoi. Oui. C'est pas une question de techno, c'est une question de projet business. C'est vraiment une question de projet business. En fait, ce qui apporte de la valeur, c'est pas forcément de désintermédier. Par contre, ce qui apporte de la valeur, ça va être de désintermédier des acteurs comme des certificateurs de PDF qui, finalement, sont faciles à désintermédier en utilisant une solution comme Bitcoin, qui a plus de valeur parce qu'au lieu d'être des entreprises qui ont une durée de vie limitée dans le temps, là on est sur un système qui a plus de potentiel d'exister à horizon 50, 100 ans, ce qui est, avec les clients avec lesquels je travaille, assez intéressant parce qu'on parle de produits qui ont des durées de vie assez longues. D'ailleurs, même si Bitcoin s'arrêtait pour une raison ou pour une autre, dès l'instant que tu as ton nœud, on pourrait toujours prouver l'historique jusqu'à ce que la blockchain s'arrête en fait. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose qui pourrait dire ah bah non, ton nœud il a une sale tête? Alors, c'est vrai que déjà, déjà, il y a des huissiers, par exemple, en France, qui ont des nœuds, et qui ont des nœuds parce que, justement, ils veulent, eux, participer au réseau pour cet objectif-là, parce qu'ils utilisent eux-mêmes la blockchain Bitcoin pour enregistrer des preuves. Parce qu'ils se rendent bien compte que ces preuves-là, en fait, dans 15 ans, eux-mêmes seront capables de certifier en tant qu'huissier, si jamais la loi française ne reconnaît pas encore ces preuves, ils vont dire moi, je reconnais cette preuve. Donc on peut créer des preuves d'antériorité et donc ils participent au réseau. Et du coup, eux, ils peuvent certifier leur nœud. Si la blockchain s'arrête, on pourrait dire, si on veut savoir quel est le vrai état au moment, au jour du grand crash, on ira voir l'huissier en fait. C'est ça. Mais je pense que ce qui a plus de valeur, c'est que la blockchain ne s'arrêtera pas. Et ça, je crois plus dans le fait que la blockchain ne s'arrêtera pas que dans le pouvoir certifiant de l'huissier. C'est pour ça que d'ailleurs cette certification blockchain, elle a beaucoup d'intérêt. C'est que le réseau, par la mécanique de théorie des jeux, il a beaucoup de probabilité en fait d'exister encore dans 10 ans. Et c'est ça qui en fait quelque chose d'intéressant à utiliser. Ah ça, je crois qu'on est tous là pour ça. Sinon, si on n'y croyait pas, on serait pas là. Mais c'est vrai que c'est marrant de voir que même dans le pire des cas, le cas apocalyptique, en termes de preuves, jusqu'au grand crash, ça joue quoi. Ça... Ouais, c'est ça. C'est même pas forcément... ça va pas détruire tout ce qui a été fait, quoi.
Non, c'est ça. Et puis, il y aura toujours des gens, moi, j'en ferai partie, hein, qui maintiendront un nœud, parce qu'ils voudront pas qu'on efface ce grand registre de l'humanité, qui est le premier registre infalsifiable. Ah, mais c'est exceptionnel, ça. Et après, qu'est-ce que tu as appelé le concept de blockchain réel? C'est-à-dire, pour moi, c'est plus la blockchain qui va apporter de la valeur, la blockchain utile. C'est-à-dire, Comment tu fais la ségrégation entre une blockchain pas utile et une utile? alors pour moi, c'est l'utilité par rapport à un besoin. C'est-à-dire d'utiliser la blockchain quand ça apporte de la valeur et voir après coup, de se dire, est-ce que vraiment là j'ai gagné de la confiance auprès de mes clients? Et donc très concrètement, on le mesure. Donc par exemple, Ouais. ce qu'on fait, c'est que une idée très simple, c'est que quand on envoie un certificat à un client qui va contenir les informations, par exemple sur sa garantie, pendant une certaine période, on teste le fait que les clients cliquent pour télécharger les documents. Et si on a moins de la moitié qui clique, on va s'inquiéter sur l'utilité du service. Si on a plus de la moitié qui clique, on se dit, là, on n'a pas fait de la blockchain bullshit. Et d'ailleurs, dans la plupart des cas que je déploie chez mes clients, en fait, la blockchain est invisible. Elle va apporter des garanties parce que derrière, pour les personnes qui veulent vérifier, elles peuvent le faire. Et ça, pour moi, c'est ça qui a de la valeur dans une certification, c'est qu'elle soit vérifiable. Donc pour ceux qui vont vouloir vérifier, ils vont pouvoir le faire. Mais en pratique, pour 90% des clients, ils vont croire la marque. Mais la marque, elle va être prête à prendre ces engagements-là parce ils vont avoir plus de valeur parce que derrière, il y a des preuves sur ces engagements-là. Et ceux qui vont vouloir le vérifier pourront le faire. Quels sont tes projets pour la suite? Mes projets, c'est de continuer à déployer ça auprès de toujours plus d'entreprises. Donc, activité de consultant? Donc oui, alors consultant, je dirais plutôt, je distribue des solutions blockchain. Plutôt que d'être purement consultante, maintenant je me positionne plus comme quelqu'un qui va aider les entreprises à créer de la confiance avec leurs clients en leur apportant des solutions blockchain faciles, rapides à implémenter et en vérifiant que ça a de l'impact. Qu'est-ce que tu penses de toutes les tentatives dans les alts de créer d'autres blockchains du style ADA, Cardano, Solana, etc. Est-ce que tu y vois un intérêt ou... C'est vrai que moi, ça m'intéresse moins parce que c'est vrai que comme je réfléchis à des cas d'usage long terme et je cherche des choses qui vont permettre de... j'ai besoin de certitude parce que je travaille sur des cas matures. C'est vrai que je vais plus avoir tendance à travailler avec Bitcoin. Après, je regarde un petit peu par curiosité personnelle, mais bon, ça m'intéresse autant que d'autres choses qui m'intéressent dans ma vie perso, quoi. Donc c'est Ethereum aussi, non, j'imagine, si tu parles de NFT. Oui, alors après, c'est une blockchain qui est quand même moins ancienne, qui est moins facile aussi. C'est moins facile de déployer un nœud sur Ethereum. On a le gros risque du changement en proof of stake. Donc, c'est pas ce sur quoi je parierais pour des déploiements de cas d'usage matures dans les entreprises. Après, quand on veut tester des choses avec des smart contracts et effectivement des NFT, des choses comme ça, voilà, ça peut être, ça peut être une bonne blockchain. Mais quand on veut créer de la confiance dans des cas d'usage long terme, je pense que c'est encore un peu jeune Ethereum, peut-être dans 10 ans. Donc les NFT, en fait, c'est quelque chose, ça relève plus de l'expérimentation que de la mise en œuvre pour toi? Ouais, pour moi, oui. En fait, j'ai plutôt fait Donc j'ai fait des mises en œuvre l'année dernière pour certains clients, mais c'est plus trop ce que je fais aujourd'hui. Maintenant, je me concentre plus sur le déploiement de solutions long terme. Donc tu reviens à Bitcoin, en fait. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses du minage, notamment sur le Bitcoin, qui est une activité essentielle à la pérennité du j'adore. projet? Je trouve que ton projet est génial. Moi, j'ai très très envie d'en faire. Aussi, maintenant que j'habite à la montagne, dès que je vois un ruisseau, je pense tout de suite minage de Bitcoin. Donc ouais, non, moi j'adore. En plus, à titre personnel, j'ai envie de contribuer au réseau.
Donc oui, j'ai envie de faire du minage un jour. Et tous ceux qui en font, qui participent, qui déploient des projets, etc., j'applaudis, j'encourage, je soutiens. Et puis par ailleurs, moi je trouve que le minage, ça permet le développement des énergies renouvelables. Et donc je trouve aussi que c'est des très beaux projets parce qu'en fait on arrive à viabiliser des installations d'énergie renouvelable et ça touche aussi à mes valeurs personnelles, donc moi j'espère un jour participer activement dans des projets de minage. En fait, ce qui est très amusant avec le minage, c'est que ça va à contre-courant d'une idée reçue. Aujourd'hui, tout le monde dit qu'il faut être sobre en énergie, il faut pas consommer, il faut pas sortir, faut pas bouger en fait. Parce que quand on arrête de consommer de l'énergie, on bouge plus. Et quand on bouge vraiment plus, c'est qu'on est mort. Donc je veux dire, l'autre façon de voir les choses, à l'échelle de Bitcoin, puis à l'échelle mondiale c'est autre chose, mais à l'échelle de Bitcoin, c'est que consommer de l'énergie, c'est productif. Parce qu'on va mettre en route un barrage qui tourne à 20% de ses capacités, parce qu'il n'y a pas le réseau derrière. Donc on va le faire tourner à 30, 40, 50, 60% en plus. Donc on va brûler de l'énergie qui n'était pas là avant. C'est de l'énergie hydraulique, mais on en consomme plus. Ça va permettre de rémunérer le barrage et de construire le réseau et d'alimenter les populations et même de substituer à des usines gaz. Parce que si on a des gros barrages et qu'on arrive à alimenter les villes, eh ben, ça veut dire qu'à un moment, on peut substituer à autre chose. Donc en fait, ce qui est marrant dans le mining de Bitcoin, et ça nous éclate beaucoup avec les copains de CleanSat Mining, c'est qu'en fait, on a un outil pour développer la consommation d'énergie. Et quand on dit je fais pas cette transaction sur Bitcoin parce que ça consomme de l'énergie, c'est pas beau, quelque part, on aura réussi notre mission, entre guillemets. Quand on se dira, j'ai fait une transaction, j'en ai fait une en plus parce que je contribue. Et en fait, je participe à la consommation d'énergie dans le monde. Et là, on inverse la dynamique parce que dans l'histoire, un monde en croissance économique, bien-être, c'est un monde en croissance consommation énergétique. Donc c'est assez, je trouve ça rigolo. Il faudra qu'on travaille sur une tagline, un slogan en disant consommer plus pour vivre plus, quoi. Moi, je suis complètement d'accord. Et moi, la tagline que j'aime bien dire, c'est que je suis convaincue que Bitcoin contribue au développement des énergies renouvelables. Et moi, de là où j'habite, il y a 2 très gros barrages, l'un dans une vallée, l'un à côté de l'autre. Il y en a un qui n'est pas utilisé quasiment. Il est utilisé qu'en variable d'ajustement, de temps en temps, en fonction des flux. Et à côté de ça, moi, j'habite à 1800 mètres d'altitude. En fait, l'hiver, pour se chauffer, on n'a pas accès au gaz, donc qu'est-ce qu'on utilise ? On utilise du fuel. Et donc moi, ça me révolte de me dire, attendez, on a une source d'énergie incroyable en bas de chez nous, qu'on n'exploite pas, et on est obligé de se chauffer au fuel. Enfin, je pense qu'il y a moi, le potentiel de l'énergie électrique, et notamment en France, il est monumental. En fait, on n'exploite même pas toutes les centrales nucléaires, on n'exploite même pas tout le potentiel hydroélectrique, et on arrive dans une phase de crise de l'énergie. Et je pense que peut-être que le minage peut justement faire exactement ce que tu décris, peut commencer à enclencher de la rentabilité et du coup des perspectives de redémarrer ces installations qui sont sous-exploitées. Donc, ouais. Alors, par contre, il y a quelque chose où il faut faire attention, c'est qu'en France, les réseaux sont suroptimisés dans bien des cas. Alors les centrales nucléaires, il y a sûrement à gratter. Parce qu'elles sont conçues, elles fonctionnent en base, mais il y a quand même un aspect modulaire. Il faudrait regarder les centrales nucléaires. Mais typiquement, les barrages, un des problèmes en France, c'est l'eau. C'est-à-dire que tu n'es pas tellement contraint par le temps de fonctionnement que par l'eau. Et du coup, l'autre solution, c'est de remonter l'eau au-dessus du barrage quand tu as de l'énergie en trop. Et pour ça, il faudrait beaucoup de nucléaire. Mais c'est pas forcément... Alors, ce barrage-là, j'en sais rien. Mais je sais qu'il y a des barrages qui ne fonctionnent pas, qui n'ont pas l'air de fonctionner beaucoup. Mais en réalité, parce qu'on manque d'eau. Une fois que tu as mis tous les cours d'eau de la montagne sur un gros barrage, mais dans un pays en développement par contre, et c'est pour ça on parle de Congo, du Salvador, en flux à l'horizontale, pas dans les barrages par exemple. Bah oui, mais en fait dans ces pays-là, il y a beaucoup de ressources qui ne sont pas exploitées parce qu'il n'y a pas eu les investissements. Et ce qui est fou en fait dans le mining, je te raconte ma vie. Non, j'adore le mining. C'est qu'on peut développer une activité économique dans un endroit complètement what the fuck où personne ne serait jamais allé, genre une plateforme pétrolière au milieu de l'Atlantique. Personne se rue pour aller éteindre une torchère au milieu de l'Atlantique. Et en réalité, avec une petite connexion internet de rien du tout, tu peux faire une grosse activité industrielle au milieu de l'océan
télécharger la valeur dans l'espace, elle rebondit sur un satellite, qui rebondit sur un toit à New York, qui est revendu sur une bourse de Bitcoin, et en fait, tu as valorisé une activité économique au milieu de l'océan, à New York ou à Paris, ou où tu veux. Et en fait, c'est fou, ça. Ouais. Parce que ça veut dire que tu peux aller chercher toutes les inefficiences dans le monde pour les faire popper, pour transférer la valeur. C'est rigolo. Ouais. Ben, c'est vrai que les barrages, le problème, j'imagine, c'est que aussi, ils sont pleins l'été, quand la neige, elle fond. Donc, on a besoin de beaucoup moins d'énergie parce qu'on n'a pas besoin de se chauffer, par exemple, l'été. Donc, c'est probablement pour ça que c'est sous-optimisé. Mais après, moi, c'est vrai que dans le mining, moi, j'aime bien aussi les tout petits projets. Enfin, je trouve qu'il y a plein d'opportunités pour plein de petits projets aussi. Et ça, c'est très cohérent avec l'esprit de Bitcoin aussi, par exemple. Enfin, l'esprit derrière les cryptos, quoi. À quoi tu penses comme projet ? Par exemple, moi, je sais qu'à titre personnel, j'aimerais bien un jour, si j'ai un cours d'eau sur mon terrain, voilà, j'aimerais miner. Et j'aimerais parce que je participerai au réseau et j'aurai ma propre infrastructure et je produirai ma propre électricité. Et c'est aussi ça l'état d'esprit derrière Bitcoin. Et il y a des projets comme ça. J'avais vu un projet en Alaska, c'était une vieille Assyrie. En fait, elle a été transformée, elle était abandonnée parce qu'ils coupaient plus de bois dans cet endroit-là, mais il y avait un cours d'eau et une sorte de cascade. Mais en fait, ils ont réutilisé l'électricité. Et ils ont créé une mine de Bitcoin là-bas, mais les gens qui ont fait ça, ils ont fait que ça, par exemple, tu vois. Et c'est un petit projet et je trouve ça cool. Est-ce que tu essayes de transporter, de diffuser, de véhiculer des valeurs aux entreprises quand tu leur parles, de lier un peu quelque part du sens à l'action en lien avec les valeurs de Bitcoin ? Comment ça peut passer la discussion, en fait ? Déjà, le fait de focaliser sur un cas d'usage où on veut créer de la confiance, déjà, on est en cohérence avec ce à quoi sert la blockchain et l'innovation majeure qui est Bitcoin. Après, ce que j'essaie de faire, c'est que j'essaie aussi de proposer de la formation. Et moi, je reste très vraie sur d'où ça vient, les crypto-anarchistes, etc. J'ai même créé ma chaîne YouTube en anglais où je donne ces définitions-là. Je donne des définitions qui sont ce qu'est la blockchain. En fait, j'ai aucun tabou pour le coup avec mes clients. Et je pense que ça sert aussi le bon usage qu'ils vont faire de la blockchain, parce que s'ils comprennent bien vraiment ce que c'est pour ce que c'est vraiment, c'est là qu'ils vont en tirer parti de façon bénéfique et en fait, c'est là que ça va être utile pour eux. Comment ça se passe quand ils appellent Isabelle, consultante en blockchain, solution blockchain, et que tu fais ton coming out en disant on va utiliser Bitcoin, les gars? Est-ce qu'il y a une friction ou alors maintenant les gens ils savent que c'est ça? Oui, il y a beaucoup de friction. Et en fait, la principale friction, qui est quasiment la seule, honnêtement, aujourd'hui celle que j'ai vraiment tout le temps, c'est sur le côté environnemental. Et c'est là que je suis assez révoltée parce que pour moi, ça contribue, c'est l'inverse. En fait, le problème, c'est que l'idée de base qu'on reçoit dans les médias, elle est à l'opposé de la réalité, qui est un poil plus complexe. En fait, il y a juste un degré 2. Le degré 2, il est à l'opposé du degré 1. Ah, il y a 3-4 poils, ouais, faut expliquer un peu. Mais ouais. Après, l'avantage qu'on a, c'est que comme on utilise des solutions qui scalent sur Bitcoin, si jamais quand même ils sont convaincus que la dépense énergétique je la mesure, je la calcule, je leur donne, et là je leur dis est-ce que là vous pensez que c'est beaucoup? Ils font ah ben en fait c'est rien. Bah oui c'est rien, parce qu'on scale. Donc on reste cohérent avec les valeurs environnementales. Donc c'est... Quel message tu donnerais à des personnes qui voudraient se lancer dans le consulting ou dans le conseil en crypto? Comment ne pas tomber dans le bullshit? C'est quoi les bonnes pratiques ou qu'est-ce que tu as envie de leur dire? J'ai envie de leur dire restez sincères, vous dévoyez pas. Et quand vous parlez à un client, restez sincère par rapport à ce qui vous a touché dans ce que ça a apporté, cette technologie. Et je pense que ça marche mieux que d'essayer de cacher la vérité ou de dire des choses... Voilà, et après, je dirais aussi, essayez de penser à votre client et d'être utile, en fait. N'essayez pas de vendre quelque chose ou de vendre une chapelle ou de... Soyez à l'écoute et essayez de comprendre où est-ce que votre client il a un enjeu stratégique fort
et où est-ce que vous avez une solution qui va l'aider sur cet enjeu qui est le plus stratégique en fait, soyez utile. Merci beaucoup Isabelle. Merci. Si vous aimez ces vidéos, abonnez-vous et pensez bien à cliquer sur la cloche pour être notifié des prochains épisodes. Et pour recevoir le guide crypto de A à Z, inscrivez-vous ici, on vous explique tout pour les débutants comme pour les confirmés.